Le 2 juin 1953, il fait froid et il pleut sur Londres. Mais qu'importe. Élisabeth fait son entrée à 11h15 dans l'abbaye. La cérémonie va durer 4 heures, alors que l'archevêque de Canterbury lui remet les 2 sceptres figurant le pouvoir, la justice, l'équité et la clémence. Enfin, le prélat pose la couronne de Saint-Édouard sur la tête de la jeune femme alors que retentit un triple « God Save the Queen ». Philippe s'avance vers elle et s'agenouille en signe d'allégeance. Il prend sa main et lui dit « Je suis votre homme lige » avant de l'embrasser sur la joue gauche. La reine Élisabeth II quitte enfin l'abbaye, tenant dans sa main droite le sceptre et l'orbe dans la gauche. Elle regagne Buckingham Palace en compagnie de son mari sous les ovations, souriante malgré l'inconfort de l'énorme et lourd carrosse très mal suspendu, avant la traditionnelle apparition au balcon. La cérémonie a été parfaite, suivie par 300 millions de téléspectateurs. Le couronnement est devenu un spectacle. Élisabeth II est la reine de l'image. Le 26 juillet 1956, au Caire, le président Nasser, au pouvoir depuis 4 ans, décide de nationaliser le canal de Suez. Les biens de la Compagnie du Canal sont mis sous séquestre. Une provocation pour le Royaume-Uni et la France qui se partagent les actions de la dite compagnie. Le Premier ministre britannique, Anthony Eden, qui a succédé à Churchill, demande à la reine de parapher l'ordre d'envoi de troupes britanniques en Égypte pour sauvegarder les intérêts de Londres. La souveraine est le commandant en chef de toutes ses armées, mais c'est la première fois de son règne qu'elle autorise une opération militaire importante. Le 7 novembre, l'intervention est stoppée par l'ONU et se transforme en défaite. Les troupes franco-britanniques vont devoir piteusement évacuer la zone. C'est une épreuve pour Élisabeth II car son gouvernement a échoué en son nom. Elle réalise que le cabinet lui a caché la réalité de la situation. Le résultat est que Washington a pris ses distances et que Nasser devient, grâce à ce fiasco, le leader du monde arabe. C'est à cette époque que la reine et Philippe font presque du Britannia leur résidence secondaire. Ils sillonnent les mers et les océans du monde lors d'une série de voyages officiels à travers les États du Commonwealth. En janvier 1961, le couple arrive en Inde. Élisabeth est le 2e souverain britannique à se rendre dans ce pays après son grand-père George V en 1911. De Bombay à Delhi, puis à travers le Rajasthan, c'est une succession de fêtes somptueuses, de promenades à dos d'éléphants, de chasse aux tigres. L'Inde des Maharajas fait un triomphe à la reine. En novembre, ce sera l'Afrique. Élisabeth II se rend au Ghana. Ce voyage est un succès. Le président Nkrumah est sous son charme. Ils vont danser ensemble lors d'une réception. La photo fait le tour du monde. Macmillan reconnaît que la reine a bien fait de vouloir à tout prix maintenir les liens de l'État membre. En janvier 1963, Élisabeth est en Australie et en Nouvelle-Zélande avec Philippe lorsqu'elle apprend que le général de Gaulle a opposé son veto à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. C'est une grande déception pour celle qui avait magnifiquement reçu le président français en 1960. Elle le tenait en grande estime. Les relations vont se refroidir entre la République et le Royaume-Uni. Depuis le 5 mai 1979 et le retour des conservateurs, le chef du gouvernement est, pour la première fois, une femme, Margaret Thatcher. Quel parcours pour cette fille d'épicier! Elle a fait ses études à Oxford et a été élue au Parlement à 32 ans. Elle est autoritaire, désagréable et intransigeante, donc très impopulaire. Mais elle s'est assignée comme mission de redresser le Royaume-Uni. Pour cela, la reine l'admire, mais ses méthodes brutales et spectaculaires vont rapidement lui déplaire. Elle commet une première faute en tentant d'empêcher Élisabeth II de participer au sommet du Commonwealth à Lusaka, en Zambie, en août 1979. La reine se rend quand même dans cet État africain car elle est le chef du Commonwealth, une fonction qu'elle estime essentielle. La première ministre doit s'incliner. Chez le prince et la princesse de Galles, les scandales se succèdent aussi. Ce même été 1992,
Le Sun publie la transcription d'une conversation intime de Diana avec son amant John Gilbey, héritier d'une marque de gin. Il appelle Diana Squidgy, qui signifie « ma douce ». L'affaire est baptisée Squidgy Gate. Dans cet échange, le journal assure qu'il a censuré les passages sexuels, Diana déverse son ressentiment à l'encontre de Charles et a des paroles particulièrement grossières à l'égard de la famille royale. À la guerre des York succède celle des Galles. La difficile année 1992 n'est cependant pas encore finie. Dans la nuit du 19 au 20 novembre, un terrible incendie ravage le château de Windsor. Il est accidentel. 10 siècles d'histoire disparaissent dans le brasier. La chapelle privée, la salle à manger d'apparat et le salon cramoisi vont brûler. Le prince Andrew, présent dans la forteresse ce soir-là, va organiser avec efficacité le sauvetage des œuvres d'art. On prévient la reine. Elle est sur place aux premières heures du jour, chaussée de bottes, un foulard Hermès noué sous le menton. Élisabeth II fait face à un nouveau drame. Windsor et elle, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi l'histoire de l'Angleterre depuis près de 1000 ans. Pire encore, ce 20 novembre est son 45e anniversaire de mariage et Philippe est en Argentine. 4 jours plus tard, le 24 novembre, lors d'un banquet donné pour ses 40 années de souveraine au Guildhall de Londres, la reine prononce le discours le plus émouvant de son règne. Elle s'y montre presque fragile. Après avoir demandé indulgence, compréhension et gentillesse à l'assistance, elle déclare « Je ne conserverai pas de l'année 1992 le souvenir d'un bonheur sans mélange. Comme me l'écrivit avec sympathie l'un de mes aimables correspondants, ce fut vraiment une annus horribilis. » Lorsqu'elle prononce son discours sur l'annus horribilis le 24 novembre 1992, Élisabeth II ne sait pas que la fin de l'année s'annonce tout aussi horribilis. Le 26 novembre, John Major, qui a succédé à Margaret Thatcher, annonce à la Chambre des communes que désormais, la reine et le prince de Galles acceptent de payer des impôts. Des contribuables comme les autres. La reine Élisabeth ouvre Buckingham Palace au public l'été lorsqu'elle est à Balmoral. Une révolution. En compagnie du président François Mitterrand, elle inaugure le tunnel sous la Manche. Il a fallu 8 ans et les efforts de 12 000 ingénieurs, techniciens et ouvriers pour venir à bout de cet ouvrage pharaonique, 50 km de double voie ferroviaire sous la Manche. Désormais, la France et le Royaume-Uni sont reliés par le train Eurostar. La Grande-Bretagne n'est plus une île. Le 30 août au matin, Diana et Dodi débarquent à Paris, poursuivis par une meute de journalistes. Ils s'installent au Ritz, propriété de Mohamed Al-Fayed. On ne sait pour quelle raison, alors que la meute des photographes campe place Vendôme, un peu avant minuit, le couple quitte précipitamment l'hôtel par l'arrière dans une Mercedes conduite par M. Paul, fidèle employé du palace. Le garde du corps personnel de Diana prend place à côté du chauffeur. La suite n'est que trop connue. Poursuivie par les journalistes en moto, la berline s'engouffre à trop grande vitesse dans le tunnel du pont de l'Alma et en percute le 13e pilier. Dodi et M. Paul meurent sur le coup. Le garde du corps est blessé. Transportée en ambulance à la Salpêtrière, la princesse décède officiellement le 31 août à 3h30 du matin. Occupée par son rôle de grand-mère, la reine ne réagit pas officiellement au décès de son ex-belle-fille. Son silence, les Britanniques vont le prendre pour de l'indifférence. Elle l'ignore encore, mais cela va susciter un trouble gigantesque qu'il va bientôt lui falloir affronter. Par cette réaction, elle veut protéger ses 2 petits-fils. Elle ne veut pas qu'ils voient les horribles images de la tragédie du pont de l'Alma, ni celle de leur mère rayonnante et pleine de vie. Elle a raison. William et Harry sont déjà assez bouleversés pour ne pas ajouter de l'horreur au chagrin. Mais en prenant cette décision, Élisabeth II et Philippe vont se couper du monde et de l'émotion ressentie au niveau planétaire et plus encore par leur propre sujet. Bien sûr, eux aussi ont été touchés par la mort de Diana à seulement 36 ans. Le comportement de la famille royale, accusée de se confiner à Balmoral, déchaîne les foudres de la presse et d'une grande partie de la population.
un grand quotidien titre « Où est notre reine ?» Il faudra toute l'énergie et l'obstination du Premier ministre Tony Blair et du prince Charles pour convaincre Élisabeth de rentrer d'urgence à Londres afin de manifester sa compassion, faire mettre les drapeaux en berne et prévoir des obsèques solennelles. Là-bas, une foule immense vient déposer des montagnes de fleurs sur les grilles de Buckingham Palace. Du jamais vu. Il y en a aussi devant les grilles de Balmoral. La reine consent enfin à ce que le drapeau au-dessus de Buckingham Palace, qui n'était pas hissé puisqu'elle était absente, soit enfin visible et mis en berne. Ce n'est que le 5 septembre, après 6 jours d'un silence devenu une faute politique, que le couple royal revient à Londres. Et il était temps. Le prince Charles a insisté auprès de sa mère pour qu'elle se livre à un deuxième exercice tout aussi périlleux, une déclaration télévisée depuis le palais en hommage à son ex-belle-fille. Vêtue de noir, lunettes sur le nez, ce qui est très rare, avec à l'arrière-plan la foule qui se presse encore devant les grilles du palais, Élisabeth II veut montrer qu'elle reconnaît son erreur. Ce faisant, elle tente de sauver l'image royale gravement atteinte par cet épisode. Le 20 novembre 1997, dans cette même abbaye de Westminster, la souveraine et le duc d'Édimbourg célèbrent leurs noces d'or, 50 ans de mariage. C'est un événement heureux pour tenter de faire oublier la gifle subie 2 mois et demi plus tôt au même endroit. Le moment le plus solennel est la messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul le 4 juin, avec un faste exceptionnel puisqu'on a ressorti le carrosse du couronnement. Forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. La presse ne s'y trompe pas. Très enthousiaste, les médias parlent d'un deuxième sacre. Pour son jubilé de diamant, 60 ans de règne, le 3 juin 2012, Élisabeth II a voulu un événement si exceptionnel qu'il dépasse toutes les célébrations précédentes. Le défilé fluvial est époustouflant. La flottille royale s'avance au milieu d'un alignement de voiliers et le Tower Bridge s'ouvre pour laisser passer l'extraordinaire convoi formant une sorte d'arc de triomphe. Les canons tonnent, le feu d'artifice est tiré depuis les tours du pont. Devant les docks, un bateau appelé Symphony accueille le London Philharmonic Orchestra pour enchaîner divers hymnes jusqu'à l'obligatoire God Save the Queen. 86 ans, elle n'oublie jamais que l'humour est dans l'ADN des Windsor. L'année 2016 prend une dimension exceptionnelle au Royaume-Uni. On célèbre en même temps les 90 ans de la reine et les 95 ans du duc d'Édimbourg. Mais la belle fête va être un peu gâchée car le Premier ministre David Cameron, certain d'obtenir une réponse positive, organise 15 jours plus tard, le dimanche 25 juin 2016, un référendum pour savoir si le Royaume-Uni veut rester ou non au sein de l'Union européenne. Patatras, le résultat est non à 51,9%. Le Brexit est en route. Personne ne doit savoir ce que pense la reine, elle se contente d'un laconique « Je suis toujours là ». Confinée à Windsor par la crise sanitaire, elle fait le 8 mai 2020 une déclaration qu'elle seule, parmi tous les chefs d'État du monde, pouvait faire. Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale, elle a connu la souffrance du peuple britannique. Son expérience lui permet de dire que la population du Royaume-Uni triomphera aussi de la crise du Covid. Confiné avec la reine à Windsor lors de la crise du coronavirus en 2020, il est hospitalisé le 16 février 2021. Il s'est éteint après plusieurs semaines de soins à la veille de ses 100 ans. Courageuse, elle est la reine, incarnation de l'union nationale.